Propose de changer un petit peu de sujet. Je pense que vous avez fait un tour sur les salons. Il y a beaucoup de solutions techniques qui sont proposées, d'équipements performants, d'intelligence embarquée pour faire fonctionner tout ça. Là, on va vous proposer de replacer l'humain au centre du débat de la transition écologique en regardant comment est-ce qu'on peut prendre en compte les occupants du bâtiment et leur confort et leur appropriation du sujet. Donc c'est une table ronde. Moi, je suis Véronique Richalet. Désolée. Je suis Véronique Richalet, je suis directrice de projet sur la gestion de patrimoine immobilier au CEREMA. Merci. Et nous allons donc avoir sur cette table ronde plusieurs intervenants qui vont vous présenter d'abord le sujet. Donc Noémie Simon est chargée de projet, chef de projet usage au CEREMA également. Christophe Rodriguez, à côté de Noémie, est directeur de l'IFPEB. On a également Mathias Carteron, qui est chargé de mission à la FNCCR, à Acté plus exactement, sur les sujets et référents cubes. Et nous avons, en guise de témoin de la mise en œuvre de ces programmes cubes, nous avons Mélène Lecor, au pôle bifurcation écologique de la ville de Trappes, et Madame Alexandre Arlot, chargée de mission développement durable à la ville d'Argenteuil. Pour entrer dans le vif du sujet, Noémie, le CEREMA travaille depuis 20 ans sur les occupants, la prise en compte des occupants dans le bâtiment. Il me paraît utile de rappeler maintenant les enjeux et les leviers de la mobilisation pour pouvoir faire un bon usage de l'énergie. Merci. Alors, pour parler donc de la mobilisation de l'usage, j'avais envie de commencer par une petite situation. Donc, Véronique, si tu peux passer. Voilà, donc là on est. Donc moi je travaille donc sur l'usage et surtout sur le projet Acté Cube École, qui est un projet donc d'économie d'énergie. Et donc voilà, je vais avoir beaucoup d'exemples sur les écoles. Donc ici on a une salle de classe qui est laissée allumée. Donc on pourrait imaginer que c'est le radiateur qui a été laissé allumé avec la fenêtre ouverte par exemple, ou alors qu'on est dans un bureau. Enfin voilà. En tout cas. Si je suis gestionnaire technique, que je passe dans l'école, je vois cette salle de classe laissée allumée et je peux me dire, bon, ben, les occupants s'en fichent, ils laissent la lumière allumée parce que ce n'est pas eux qui payent les factures. Et si je reste sur ce premier constat, je vais mettre en place une démarche d'économie d'énergie très descendante où voilà, je vais peut-être baisser la consigne de température, mettre un système d'extinction automatique et peut-être donner une liste d'éco-gestes aux occupants, aux enseignants. Et au risque peut-être de me tromper et d'aller à l'encontre des pratiques et des habitudes des personnes. Et finalement, donc le projet du type Acté Cube École permet de mettre en relation, d'installer le dialogue entre les occupants d'un bâtiment et les gestionnaires, notamment le gestionnaire technique. Et en rentrant en dialogue, on va s'apercevoir, enfin chacun va s'apercevoir des contraintes et des uns et des autres, et peut-être qu'il va s'apercevoir qu'il va peut-être mieux comprendre que les enseignants, ils ont une charge mentale qui peut être importante quand l'heure de la récré sonne, que les enfants partent dans tous les sens, peut-être qu'il y a un enfant qui a besoin d'être accompagné, etc. Donc voilà, cette charge mentale fait que peut-être il ne pensera pas à faire le bon geste, à éteindre. Ou alors, peut-être que, voilà, si on imagine qu'il a laissé le chauffage ouvert, la fenêtre ouverte, etc., peut-être c'est le système qui est complexe, peut-être qu'il ne sait pas s'il peut toucher le radiateur, s'il a le droit quelque part, parce qu'effectivement, il n'est pas chez lui. Et il n'y a pas une appropriation du bâtiment voilà, pour cet enseignant. Ou alors il est dans une situation d'inconfort, c'est une vraie passoire thermique et du coup il n'a pas du tout envie de penser et de faire des efforts.
Donc ce dialogue, ce dialogue, il permet de bien comprendre quels sont les problèmes derrière ce constat et d'aller un peu au-delà et de trouver des solutions qui seront adaptées à l'usage. Donc, finalement, on se rend compte que mettre en place des démarches d'économie descendantes, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut mettre en place une réelle démarche participative. Mettre en place une démarche d'économie d'énergie descendante sans avoir impliqué, consulté les occupants. Ben voilà, on se retrouve dans cette situation de la réticence, voire de l'indifférence. En tout cas, voilà, une difficulté. L'occupant peut penser qu'on essaie de faire des économies d'énergie sur son dos, il ne va pas se sentir concerné, etc. Donc, faire participer les occupants dans une démarche d'économie d'énergie. Donc, il y a un peu une gradation là que je présente ici. C'est d'abord informer. Alors, informer, ça ne suffit pas. C'est pas parce qu'on va informer qu'on va donner une liste d'éco-gestes que les personnes, on peut dire qu'on va faire une démarche participative, mais c'est un premier niveau qui est très important. Il faut déjà que les personnes, elles adhèrent, qu'elles comprennent quels sont les enjeux environnementaux au niveau planétaire, mais aussi les enjeux de la collectivité. Et des projets de type Cube-École, mais entre autres, va permettre à la collectivité aussi de présenter aux écoles ces enjeux. Donc voilà, dans d'autres démarches aussi, il peut y avoir un partage de ce type-là. Ensuite, il y a la consultation. Donc là, on commence un petit peu à impliquer les personnes, mais on n'est pas encore dans une démarche très, très impliquante. Consulter, donc demander l'avis. Ça peut être quand on va organiser un pré-diagnostic sur un bâtiment, en amont, avoir fait une enquête confort pour savoir un peu quels sont les problèmes au niveau du bâtiment. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce pré-diagnostic, qu'on a repéré un peu les points délicats où il faut agir, on peut faire ce partage avec les occupants, leur dire voilà ce qu'on envisage sur ce bâtiment, etc. Et eux, ils vont se sentir comme ça écoutés aussi et vont avoir un peu plus envie de participer. Et le dernier niveau, c'est vraiment ce qu'on recherche, nous, à travers les programmes Actecube, c'est vraiment l'implication des personnes. Donc là, on est vraiment dans le fait de donner de la place aux occupants et les faire agir. Donc je vais l'illustrer par la diapo suivante. Donc voilà, le CEREMA a développé des méthodes pour impliquer et susciter la motivation, parce que c'est ça finalement qu'on recherche, une motivation qui soit pérenne. Et pour ça, on s'est appuyé sur notre connaissance des sciences comportementales et autres pour développer des méthodes et des actions. Et ce qu'on apprend, c'est que la motivation pérenne, elle se nourrit de différents besoins qu'on a tous. Donc je les ai résumés ici. Il y a le besoin de l'appartenance sociale, de sentir qu'on fait partie d'un groupe, qu'on est tous ensemble en action. Donc ça va être lié aussi à la question de la convivialité. Donc ici j'ai mis deux petits exemples donc dans Cube scolaire pour les collèges et lycées, où ils avaient fait une fresque au milieu de la cour pour dire voilà, on participe à ce challenge et on est tous ensemble. Ou encore le principe du concours, qui sera peut-être un peu plus développé par Christophe de l'IFPEB, où voilà, on a une remise des prix au bout d'un an, et donc là il y a une émulation, on a envie d'avoir ce prix, donc voilà, on est vraiment sur un levier qui va permettre de motiver les personnes. Mais il y a aussi, on a tous besoin d'avoir un sentiment de compétence, quand on participe à une action, d'en apprendre des choses. Et ce sentiment de compétence, on le développe aussi donc avec, vous voyez, même avec des enfants. Donc vraiment, on fait appel à leur intelligence, parce qu'on est tous capables de mieux comprendre l'énergie. Et donc, par exemple, on les invite à participer au pré-diagnostic. Donc il y a un pré-diagnostic qui est fait par des experts, des techniciens. Mais à leur niveau, les enfants peuvent se questionner sur leur salle de classe qu'ils connaissent très bien, tous les locaux qu'ils connaissent bien, ils savent où est-ce que la lumière reste allumée trop longtemps, etc. Et donc ils remplissent cette analyse et ils participent aussi au pré-diagnostic. On les invite à visiter la chaufferie avec le technicien de la collectivité qui explique un peu avec des mots très simples comment ça fonctionne. Voilà, on utilise aussi des outils, des caméras thermiques. Et tout ça, ça va permettre aux enfants, mais aussi aux adultes, de se familiariser avec cette notion de
de l'énergie, du kilowattheure qui reste assez confuse pour beaucoup. Et enfin, donc je reboucle un peu parce que l'idée c'est de dire que la motivation elle est là si on laisse l'initiative, si on laisse une certaine autonomie aux personnes dans leurs actions. Et le fait que ce soit par exemple des enfants qui dessinent ce qu'on appelle des petits nudges, des petits coups de pouce, des choses qui permettent de penser à l'énergie puisqu'elle est invisible. Donc voilà, c'est eux qui ont fait le petit dessin. C'est pas, on n'a pas fait appel à une boîte de com. Ça va les motiver aussi et leur donner envie d'y penser à nouveau. Et le dernier exemple, c'est toujours sur le projet Cube École. On invite les enseignants et les techniciens à travailler ensemble pour un plan d'action sur l'année en cours, aussi bien sur les aspects pédagogiques, les aspects usage, c'est-à-dire leur pratique du bâtiment, les éco-gestes et les aspects techniques. Voilà quelques éléments sur la mobilisation de l'usage. Merci Noémie. Alors, Noémie a parlé beaucoup de concours Cube. Il faut rendre à César ce qui est à César. C'est l'IFPEB qui a lancé le principe de ces concours d'économie d'énergie. Donc, je vais laisser la parole à Christophe pour qu'il retrace un petit peu ça et puis qu'il nous dise surtout si ça marche. Oui, ça marche. Très bien. Donc, ce que je vous propose peut-être, c'est que je vous partage 3 grandes découvertes qu'on a faites depuis 10 ans. Parce que ça va faire une dizaine d'années maintenant qu'on anime, qu'on participe à des concours d'économie d'énergie, des concours de sobriété énergétique. On m'entend mieux là ? Bon, je vais faire attention. Donc on a fait 3 grandes découvertes que je vais vous partager. La première grande découverte, c'est que lorsqu'on mise sur l'intelligence collective, comme tu nous l'as expliqué tout à l'heure, ça marche et ça fait des économies d'énergie qui sont nettement supérieures à ce qu'on pourrait penser. Il y a une dizaine d'années, on a eu l'idée avec des grandes entreprises de faire un concours un peu original parce que c'est un concours sans jury. En fait, la seule façon de gagner, c'est de faire des économies d'énergie. Le jury, c'est les compteurs. Lorsque vous vous inscrivez au concours Cube, vous allez récupérer vos données de consommation énergétique, vos données d'usage, puis on va calculer tous les mois des économies d'énergie. Donc on a fait une première saison, c'était il y a 10 ans, il y avait 60-70 bâtiments, c'était plutôt des immeubles de bureaux à l'époque. C'était une expérimentation et on s'est dit que se passerait-il si on donnait l'information aux gens tous les mois de l'économie d'énergie qu'ils ont fait le mois dernier. D'ailleurs, je vous mets au défi de répondre à la question, est-ce que vous savez vous-même quelle est l'économie d'énergie que vous avez faite le mois dernier ? On n'a pas souvent l'information finalement, on sait que ça baisse, on a l'impression, mais on sait qu'il y a le climat qui joue, etc. Donc avoir cette information-là, est-ce que ça ne va pas créer quelque chose ? Est-ce que ça ne déclenche pas ? Est-ce que ça ne craque pas une allumette ? Quand on arrivait à la fin de la première année, de la première saison, on s'est rendu compte de plusieurs choses. Déjà, 10 à 15% d'économie d'énergie. 10 ans plus tard, ces chiffres se stabilisent, on se rend compte qu'en moyenne, les gens font ça 10 à 15% d'économie d'énergie. Mais ce qui était plus perturbant, c'est qu'on avait des bâtiments qui faisaient 30% d'économie d'énergie et d'autres qui faisaient 40% d'économie d'énergie sans travaux lourds. Complètement dingue. Comment peut-on arriver à un tel niveau d'économie d'énergie sans faire des travaux lourds ? Et donc on a décortiqué, on a enquêté et on s'est rendu compte qu'il y avait 3 types d'actions qui étaient menées par les gens qui s'étaient inscrits au concours. 1, des éco-gestes, je nous l'ai expliqué tout à l'heure, j'y reviens pas. 2, des réglages techniques. On va régler les installations. Finalement, à l'occasion du concours, il y a un effet sablier. On se met en mouvement et puis on fait tous les trucs qu'on s'était dit qu'il faudrait faire un jour. Et le 3e, ça a été le plus perturbant, ça a été la collaboration. On s'est rendu compte que les gens se mettaient d'accord pour faire des choses sur lesquelles ils avaient toujours eu du mal à se mettre d'accord. On a envie de gagner le concours, donc on pourrait peut-être baisser la température. Ouais, mais c'est pénible de la baisser, puis si on veut la baisser, il faut faire des réglages techniques. Parlons-nous, essayons de nous mettre d'accord, parce qu'on a envie de gagner. Et donc, on s'est rendu compte finalement que ce concours, il créait finalement un accélérateur de collaboration positive. On a envie de faire des efforts tous autant qu'on est pour aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Donc c'est le premier enseignement que je vous partage. Ça marche. Et finalement, avec ces petits gestes, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui naît. Il y a le désir d'aller plus loin qui émerge. Et à la fin de l'année, on n'a qu'une envie, c'est de faire beaucoup plus. Premier enseignement. Le deuxième enseignement que je vous partage, c'est qu'on s'est rendu compte que cet effet, qu'on pourrait appeler l'effet Cube, comme le concours s'appelle Cube, il marche quasiment partout. En chemin, au gré des concours, on s'est fait quelques camarades. Il y en a beaucoup qui sont là. Le CEREMA.
puis la FNCCR qui nous a rejoint après, acté. Puis on s'est dit on pourrait imaginer des transpositions de ce concours qui avait été pensé plutôt pour les bureaux. Et donc on a imaginé un concours pour les collèges, pour les lycées, pour les écoles plus tard. Et donc on l'a lancé. Et incroyable, il se reproduit le même phénomène. Alors les modalités d'accompagnement sont différentes, on n'est pas sur les mêmes enjeux. En plus, c'est assez sympa, dans une école, il y a un côté pédagogique, parce que quelque part, il y a quand même un peu des enfants qui se baladent là-dedans. Mais on a retrouvé les mêmes résultats, 10 à 15% d'économie d'énergie, une émulation positive, et on se met d'accord pour faire des choses qu'on avait à l'esprit, mais finalement, ça fait ce petit coup de fouet qui nous donne envie d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Donc deuxième enseignement, cet effet-là marche partout où on peut mesurer une consommation d'énergie, on peut déclencher cet effet-là. Puis peut-être le troisième enseignement qui a été le plus troublant et le plus intéressant, c'est la viralité de la démarche. Je m'explique, on a mené une étude sociologique où en fait on a couplé une enquête auprès de 1000 familles dont les enfants avaient joué au concours dans leur école. Et on s'est amusé à coupler finalement des interviews, on questionnait les familles, on leur posait des questions, on essayait de comprendre ce qui se passait. Pour être plus clair, est-ce que vos gamins, quand ils rentrent le soir, ils vous engueulent en disant « Oh là là, j'ai appris plein de trucs à la maison, il faut qu'on fasse attention ». Et il y a des choses qui peuvent être mises en œuvre sur la sobriété énergétique. Puis on l'a couplé à de la mesure de consommation réelle, parce qu'on a des habilitations, on est capable de manipuler de la donnée énergétique, donc les gens nous donnaient mandat. Puis dans des conditions de confidentialité, d'anonymisation, on pouvait analyser ce qui se passait dans ces foyers. Et là, un truc assez fou, on s'est rendu compte que l'éducation, ça marche. C'est quand même une bonne nouvelle. Je vais être un peu plus précis. On s'est rendu compte que 80% des familles dont les enfants avaient joué au concours avaient mené des actions de sobriété plus importantes parce que les enfants les avaient motivés. Et pour vous donner un chiffre, on a constaté 10% d'économie d'énergie en plus dans les foyers dont les enfants avaient joué au concours. Donc là, c'est extrêmement concret. Je ne suis pas en train de vous faire la promesse de dire si quand vous rentrez à la maison, vous incitez votre enfant à inscrire son école, son collège, son lycée dans le concours, vous allez mécaniquement faire 10%, mais on voit qu'il se passe quelque chose de viral. Quand on a pris du plaisir à agir et qu'en plus on a un résultat au rendez-vous, on n'a qu'une envie, c'est d'en parler autour de nous et de transférer ces bonnes pratiques dans d'autres sphères, avec finalement une recherche d'alignement entre je suis à l'école, je suis au travail, quand je suis à la maison, il n'y a pas de raison que je fasse la même chose ou inversement. Donc voilà un peu les 3 enseignements qu'on peut vous partager aujourd'hui, qui sont quand même assez intéressants, positifs, avec en plus de l'économie d'énergie au rendez-vous. Merci Christophe. Avec cette démonstration, je comprends mieux pourquoi Acté a embrayé le pas et bien que vous financiez essentiellement de la rénovation, vous aidez les collectivités à rénover leur patrimoine, vous êtes intéressé au programme Cube. Complètement. Donc, bonjour à tous, Mathias Carteron, j'ai une mission pour Acté. Alors oui, en effet, l'objectif premier du programme Acté, c'est d'accompagner les collectivités dans leurs projets de rénovation énergétique et donc l'efficacité énergétique. Et depuis 2021, du coup, on a co-créé avec l'IFPEB et le CEREMA le programme Cube École parce qu'on s'est rendu compte, grâce à l'expertise et aussi à l'expérience de l'IFPEB et du CEREMA dans le cadre de CUBES, qu'il y avait un réel gisement d'économie d'énergie par rapport à la sobriété énergétique. Et on s'est dit, il faut faire quelque chose par rapport à ça. Et vu que notre objectif, c'est d'accompagner les collectivités par un dispositif de financement notamment, eh bien, du coup, on finance maintenant à 80% en moyenne les concours Cube. Donc en 2021, on a lancé conjointement Cube École. Ensuite, on a repris le financement acté du coup de CUBES en 2023. Et on s'est dit pourquoi pas transposer toutes ces actions-là à l'échelle patrimoniale, donc dans le patrimoine hors scolaire des collectivités, dans le cadre de CubeVille notamment. Acté en général, si tu peux peut-être passer la slide s'il te plaît, merci, a pensé du coup à un dispositif d'accompagnement pour les collectivités, pour la mise en place de plans de sobriété énergétique, avec pour objectif de limiter l'effet rebond et d'assurer une pérennisation du coup de ces plans de sobriété. Parce que faire des actions de sensibilisation, c'est intéressant de manière ponctuelle, mais l'idée c'est que ça dure dans le temps et de créer des économies d'énergie qui durent finalement. Donc on a identifié, grâce à notre réseau de collectivités, 3 piliers essentiels à la mise en place d'un plan de sobriété. On a la gouvernance, ensuite on a la communication et la sensibilisation, et enfin on a la connaissance de son patrimoine avec le suivi et la mise en place d'outils de suivi de consommation au sein des bâtiments. Et pour ça, du coup, on a 3 dispositifs pour les collectivités, donc en partie les dispositifs de financement et de l'autre partie des outils clés en main, des cahiers des charges, des ressources à disposition des collectivités. Donc, par exemple, on a lancé le fonds Chêne, donc c'est un fonds qui a 220 millions d'euros pour accompagner les collectivités, et au sein de ce fonds-là, il y a 3 lots que nous finançons pour les collectivités qui pourraient accompagner du coup la mise en place d'un plan de sobriété énergétique. Donc sur 3 lots,
On finance des postes d'économes de flux, donc des postes assez stratégiques au sein des collectivités qui sont là pour conseiller les élus et aussi les services pour mettre en place des stratégies de rénovation et aussi de sobriété énergétique. Ensuite, on a le lot 2, outils et équipements, pour mettre en place des outils de suivi au sein des bâtiments, comprendre ce qui s'y passe. Et enfin, le lot 5, AMO, donc c'est un lot pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage, si, le cas échéant, vous avez besoin d'être accompagné par des cabinets des bureaux d'études, par exemple. Ensuite, bien entendu, nous avons le dispositif de financement pour les concours Acte et Cube, Cube École, CubeS et CubeVille, comme je le répète, à 80%. Et enfin, des ressources que nous produisons en lien avec nos économes de flux et avec nos collectivités pour répondre à leurs besoins. C'est très clair. Merci Mathias. Nous avons la chance donc d'avoir 2 collectivités deux villes qui ont accepté de venir témoigner de leur candidature à des Challenge Cube. Donc la ville de Trappes a inscrit notamment 9 de ses écoles au concours Cube École. Donc ce qui nous intéresserait, c'est de savoir pourquoi vous l'avez fait, quels en sont les bénéfices, quelles actions vous avez pu mettre en place dans ce cadre-là. C'est ça. Merci, bonjour monsieur. à tous. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Melaine et donc, je suis chargé de mission bifurcation écologique à la ville de Trappes. Donc, comme ce qui a été évoqué, il y a 9 écoles qui se sont engagées dans le processus Cube École pendant 5 ans. Il y a plusieurs volets qui ont déjà été un peu évoqués, qui nous ont vraiment intéressés pour lancer ces 9 écoles. Et donc l'aspect vraiment réduction effective, finalement quantitative de la consommation énergétique de nos écoles. Donc ce qui a été dit, c'est en moyenne 10%, parfois plus, avec 100 grands travaux lourds, avec des éco-gestes. Ce qui a été d'ailleurs vu sur nos écoles. On a des écoles qui ont atteint, là en juin notamment, 17% d'économie, avec finalement uniquement des éco-gestes ou autres. Donc ça a été plutôt direct, cet effet-là. Et il y a aussi, ce qui a été évoqué, le volet vraiment éducatif. Trappes, c'est une ville très jeune. On a un quart de la population qui a moins de 15 ans. Donc vraiment cet effet boule de neige aussi, quand on donne l'information aux enfants qui se transmet ensuite aux parents, c'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on pousse aussi à Trappes. En plus, dans un contexte où on a une ville aussi populaire, on a 25% des personnes qui sont sous le seuil de pauvreté. La sobriété parfois est subie, mais elle peut être aussi choisie. Et c'est pour les questions écologiques, mais aussi pour les questions économiques. On pense que ça peut être aussi un fort levier. Donc il y a vraiment le volet éducatif qui nous a beaucoup plu dans l'aspect Cube École, qui nous a plu du côté chargé de mission bifurcation écologique, parce qu'on pense que c'est important, mais qui a beaucoup plu aussi aux élèves. On a une des écoles qui a peut-être fait première, ou en tout cas dans les premiers, en juin. C'est pas encore sûr, il faut encore qu'on regarde les chiffres. Mais en tout cas, pour les enfants, c'est très valorisant de voir que justement, le fait d'éteindre la lumière, de faire attention à fermer la porte quand le chauffage est allumé, de s'assurer que la température du chauffage n'est pas trop élevée, et tout ça, quand on voit ce que ça donne, ça donne du concret. Parce que l'énergie, on ne le voit pas ou autre, donc ça rend quelque chose de concret. L'aspect compétition a quand même vraiment bien marché. Donc il y a vraiment l'aspect réduction effective de la consommation énergétique, éducatif. Et nous, concrètement aussi, dans certaines écoles, ça a permis le lancement des éco-délégués, qui n'avait pas été forcément le cas dans toutes les écoles, et des éco-délégués qui ont vraiment utilisé Cube École comme un support d'engagement pour, à la fois avec les supports du CEREMA et les supports qui étaient proposés par CubeS, qui ont pu monter en compétences finalement et devenir eux-mêmes des ambassadeurs de ces éco-gestes pour expliquer un peu pourquoi il fallait éteindre la lumière, pourquoi il fallait couper le chauffage, et qui ont fait des petits flyers, des petites applications, des posters pour expliquer en fait aux autres. Et nous, c'est vraiment ce qu'on a vu. C'est vraiment le fait que grâce à Cube École, justement, et c'est plus uniquement descendant, mais eux-mêmes, ils se sentent investis, ils s'emparent aussi de ce sujet, et ça a quand même bien marché. Donc là, on est au lancement, la première année, on voit que ça fonctionne. Donc on a hâte aussi de voir finalement l'effet un peu boule de neige se mettre petit à petit en place grâce à cette démarche. Et voilà, on a 9 écoles, il y en a 34 à Trappes, dont l'objectif c'est peut-être aussi d'engager les autres écoles à suivre leur exemple. Donc voilà pour la ville de Trappes. Pour la ville d'Argenteuil, j'ai envie de vous poser les mêmes questions. Donc pourquoi CubeVille, puisque vous avez inscrit votre ville dans son intégralité, pas tous les bâtiments, mais un certain nombre de bâtiments dans la démarche, et quels en sont les bénéfices, et si vous avez déjà pu constater qu'il y avait des actions qui avaient été mises en place dans ce contexte. Donc bonjour, Alexandre Arlot, je suis chargée de mission développement durable à la ville d'Argenteuil. J'ai repris le challenge CubeVille dès mon arrivée. Et nous, vraiment, ce qui nous a plu de base dans CubeVille, c'était premièrement de pouvoir faire vivre notre réseau qu'on avait déjà monté d'éco-ambassadeurs qui étaient répartis sur plusieurs bâtiments municipaux.
Donc vraiment, ça nous permettait d'avoir des outils qui sont fournis par le CEREMA et le Challenge pour vraiment les mobiliser, leur donner des outils d'action pour mobiliser eux-mêmes leurs collègues dans les bâtiments. Et aussi pour continuer dans le plan de sobriété qu'on avait commencé dès 2022, où on avait déjà réalisé un certain nombre d'économies d'énergie. Et vraiment, le Challenge Cubeville nous donnait les outils pour pouvoir appuyer sur les usages, ce qui n'avait pas encore été fait dans notre plan de sobriété. On essayait de le faire, mais on avait du mal, on n'avait pas tous les outils pour le faire. Donc vraiment, ça nous a donné tout ça. Donc c'est vraiment les motivations qu'on avait à la base. En ce qui concerne les bénéfices, aujourd'hui, on avait inscrit 11 bâtiments au concours. On a certains bâtiments sur lesquels ça a vraiment bien fonctionné. Les équipes relais étaient très investies et donc ça a permis de fédérer et mobiliser leurs collègues. Ça a vraiment créé des dynamiques dans les bâtiments où les agents ont vraiment pu se retrouver autour d'une thématique et vouloir avancer dans celle-ci. On a l'exemple d'un bâtiment culturel dans lequel ça a vraiment bien fonctionné, une salle de spectacle sur la ville d'Argenteuil, où notre équipe relais était très motivée et a pu créer des défis sur l'année. Par exemple, elle a créé un défi escalier. Donc, le bâtiment fait 5 étages. Donc, c'est quand même assez intéressant d'avoir réussi à mobiliser ses collègues sur un mois, ne pas prendre l'ascenseur, ce qui n'est pas toujours facile. Donc, des choses comme ça, où elle a fait une semaine végétarienne. Donc pareil, elle a incité ses collègues à venir et à manger végétarien sur toute la semaine. Donc ça permet de mobiliser et aussi d'éduquer les collègues sur des sujets qui ne sont pas forcément connus. Dans une collectivité, on a vraiment des gens de tout âge, tout parcours, et on n'a pas tous la même sensibilité au développement durable. Et c'est vrai que faire participer la ville à ce type de concours, ça nous permet vraiment de relancer ces dynamiques, d'éduquer nos collègues et aussi de se rencontrer autour de ça. Donc voilà. Très bien, merci à vous. Du coup, je me rends compte que l'aspect ludique qui est promu par le concours, finalement, ça fonctionne sur les petits, les plus petits, les plus jeunes, mais aussi sur les adultes, de ce que j'entends. Est-ce que, Noémie, c'est effectivement ce qu'on peut constater sur l'expérience que vous avez de ce travail sur les usages. Et est-ce qu'il y a d'autres leviers qu'on pourrait mobiliser également ? Alors effectivement, je pense que sur l'aspect ludique, ça a bien été démontré. Les enfants, alors c'est sûr que ça fonctionne, et puis c'est même vraiment positif, parce que c'est vrai que c'est des sujets derrière les économies d'énergie, c'est aussi le changement climatique. Donc c'est des sujets qui peuvent être un peu anxiogènes. Donc c'est important aussi de dire, voilà, on se bouge tous ensemble et on rigole quelque part. Ensuite, sur l'aspect concours, Christophe l'a très bien dit aussi, que ça fonctionne. Vraiment, ça permet aux personnes de se parler entre elles, techniciens, occupants, etc. L'aspect ludique, donc ça va marcher pour des adultes. Ensuite, il faut savoir bien sûr adapter un peu le côté, l'aspect plus ou moins ludique en fonction des cultures professionnelles. On ne fera pas la même chose peut-être dans une caserne de gendarmerie ou un théâtre, voilà, ça c'est sûr. Par contre, le jeu, ça permet aussi d'apprendre. Voilà, nous, on avait dans notre bâtiment, par exemple, mis sur une table différents objets du quotidien électrique qu'il fallait reclasser par ordre de consommation. Donc c'est un jeu et en même temps, on en apprend. Donc c'est important, je pense, qu'il y ait du fond derrière ce qu'on propose en termes d'animation ludique. Voilà, et ça permet de se sensibiliser, encore une fois, avec cette notion de kilowattheure qui n'est pas évident. Moi, j'ai bien en tête que, par exemple, avec 1 kilowattheure, je peux cuire un poulet dans un four, et par contre, je peux prendre seulement 2 minutes de douche. Donc, c'est des petits éléments ludiques, mais qui permettent quelque part, de manière plus sérieuse, de se dire, finalement, l'eau chaude sanitaire, ça a un gros impact dans ma maison, dans mon bâtiment. Et ensuite, sur les autres leviers, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais sur le fait de faire appel à l'intelligence des personnes, de les impliquer dans la démarche de diagnostic, aussi bien dans les écoles que dans les villes, on peut tout à fait impliquer les personnes qui connaissent leur bâtiment par cœur et qui sauront trouver les bons leviers. Voilà. Merci de ces précisions.
Et je voulais reposer la question quand même, quelque chose qui est peut-être passé dans le discours de Christophe sur le fait que le concours Cube, c'est un concours sur des économies mesurées. Alors comment est-ce qu'on mesure une économie, Christophe? Vaste question. Alors c'est vrai que je ne suis pas rentré dans le détail, mais l'un des moteurs, l'un des ressorts en fait du concours, c'est le fait de faire ce calcul d'économie d'énergie. Et ce qui n'est pas si simple en fait, parce que la consommation d'énergie dépend de l'usage, ça on y travaille, mais elle dépend aussi du climat. Et donc finalement, si on regarde une année où il fait très froid, on peut avoir l'impression qu'on a perdu le concours, parce qu'il a fait tellement froid qu'on s'est beaucoup chauffé. Donc on a besoin de neutraliser l'effet du climat. En fait, on a besoin de répondre à une question qui est: combien j'aurais consommé cette année si j'avais pas joué à Cube? C'est ça la question qu'on se pose. Et ça permet de faire le calcul d'économie d'énergie. Donc pour faire ça, on a développé des outils informatiques qui vont permettre de récupérer de la donnée de consommation. Donc soit les candidats saisissent eux-mêmes la consommation, et nous, de toute façon, on mène des audits en fin d'année sur les meilleurs scores. Soit on a des homologations, donc on va pouvoir récupérer directement les consommations en se connectant aux différents services, Enedis, GRDF. Puis ces consommations-là, on va les analyser, et puis on va essayer de comprendre comment cette consommation varie en fonction du climat. Donc on va générer ce qu'on appelle une signature énergétique. Vous seriez surpris de voir combien c'est facile de comprendre la consommation d'un bâtiment rien qu'avec le climat. D'ailleurs, plus on l'optimise, plus l'usage va rentrer en considération. Mais souvent, le climat explique beaucoup de choses. Et donc tous les mois, finalement, on neutralise l'impact du climat et on va pouvoir comparer des choses comparables et on va mettre tous les candidats au même niveau en leur disant voilà l'économie que chacun a fait en normalisant l'effet du climat. Donc l'économie, elle n'est pas liée au fait que le climat était plus sympathique. C'est vraiment l'usage. Voilà, on isole l'effet de l'usage. Et c'est ça le petit effet qu'on fait. Et tout est informatisé. On donne des classements aux gens. Puis après, ça devient un outil d'animation. Les gens ont les classements. Parfois, on découvre ce qu'ils en font. Ça peut être des outils internes. Ils peuvent en faire des newsletters. Ils peuvent en faire tout un tas de choses. On a des gens qui nous harcèlent pour connaître les classements. Donc, on se rend compte que c'est un outil probablement très important. Mais voilà, ayant en tête qu'il y a ce côté un peu scientifique derrière et les outils associés. On applique des protocoles internationaux qui existent, qui permettent de faire ces calculs-là. Mais je ne vous ennuie pas avec tout ça. Sachez juste qu'il y a plein de gens qui ont réfléchi au sujet et que c'est quelque chose d'assez robuste qu'on a développé depuis une dizaine d'années maintenant. Et place au jeu. Merci de nous épargner. Dernière question, je voulais quand même poser la question à nos deux collectivités candidates. Est-ce que c'est facile de jouer à Cube ? Est-ce que c'est facile de jouer à Cube École ? Alors, je n'étais pas forcément là, moi, au début du lancement. Donc, je ne pourrais pas parler du lancement effectif du jeu. Je pense que ça dépend, c'est ce qu'on en avait parlé un peu au début, ça dépend aussi beaucoup, en fait, des structures avec lesquelles on travaille. Nous, à Trappes, c'est 9 écoles. Donc, c'est autant de directeurs ou directrices avec qui on travaille et qui ont parfois aussi des sensibilités différentes, aussi du temps différent à accorder. C'était aussi un des points qu'on avait identifié, c'est que surtout pour coordonner autant de structures, ça peut être parfois compliqué. Ils ont des journées de décharge qui ne sont pas les mêmes. Ils ont beaucoup déjà de projets dans les écoles à porter. Donc parfois, il y a vraiment la notion de temps à trouver pour le lancement. Mais je pense qu'il y a aussi un outil qui est quand même plutôt bien fait et qui est assez simple d'utilisation et qui permet, dès qu'on a passé un peu la barrière d'entrée, d'expliquer ce qu'est Cube École, comment ça va fonctionner. Après, ça fonctionne plutôt bien sur la suite. Mais c'est vrai que trouver le temps peut parfois être compliqué. Mais je pense qu'il y a l'aspect ludique qui plaît quand même beaucoup aux directeurs et directrices à qui on peut parler. Je dirais que je suis assez d'accord sur le fait d'avoir le temps de trouver dans la collectivité. C'est vraiment le même souci. Il faut que les agents qu'on mobilise aient le temps de se mobiliser, de venir aux réunions, de pouvoir aussi qu'on puisse nous les éduquer et leur donner les outils et qu'ils puissent les réutiliser en interne. C'est pour ça que c'est hyper important d'avoir un portage politique et que les élus soient derrière le projet. Sinon, ça ne peut pas marcher, que les directeurs soient au courant du projet, qu'ils comprennent l'importance de laisser du temps pour leurs agents pour qu'ils puissent travailler avec nous sur ça. Et c'est vraiment le temps après lequel on court à chaque fois. Pour Cubeville, je pense c'est la première difficulté qu'on aura. C'est que les agents aient le temps de s'investir dans le projet. Merci à vous. Et pour... Peut-être juste aussi le fait que Cube École aussi apporte beaucoup de contenu
pédagogique, je pense que ça simplifie aussi, parce que souvent, on peut le voir aussi comme une nouvelle charge de travail, mais en fait, on parle déjà beaucoup de sobriété énergétique, encore plus en hiver et depuis ces derniers mois. Et voilà, dans chaque collectivité, en tout cas à Trappes, on a mis en place ces plans de sobriété. Donc en fait, on parle déjà de sobriété, et donc des dispositifs comme CubeÉcole, ça peut permettre aussi de répondre à des questions que les agents, les directeurs, les enfants se posent déjà, et donc ça permet aussi de voir l'intérêt aussi dans ce type des dispositifs. Tout à fait complémentaire. Pour finir, Mathias, où est-ce qu'on trouve les informations et c'est pas gratuit? Alors oui, en effet, c'est pas gratuit, même si c'est financé à 80%, il reste 20% quand même de frais de reste à charge, de frais d'inscription. Les inscriptions sont d'ailleurs toujours ouvertes pour CubeÉcole, donc qui court jusqu'à la Toussaint. Pour CubeS, donc collège-lycée, et pour CubeVille, la saison commence en janvier, donc on aura une date butoir pour les inscriptions aux alentours de février. Et toutes les informations sont accessibles sur notre site internet, donc vous tapez CubeÉcole, ou CubeS, ou CubeVille, ou les trois, ou Cube, tout simplement, sur internet, et vous arriverez du coup sur toutes les informations dont vous auriez besoin. Merci à vous. On va voir s'il y a quelques questions, une ou deux questions dans la salle. Bonjour, Julien Vieille du Conseil départemental de la Mayenne. Première question pour maître d'ouvrage, c'est comment s'est fait le choix des établissements? Est-ce que c'était sur on va dire un appel à projet, appel aux bonnes volontés, voilà, sur le choix des établissements? La deuxième, c'est quel a été le périmètre des usages? Parce que j'ai connaissance que le CEREMA avait accompagné, je crois d'ailleurs dans le Cube S, aussi sur le volet cantine. Alors du coup, jusqu'où est-ce que le périmètre usage on implique aussi l'administratif, le personnel d'entretien? Voilà, c'est deux questions, merci. Sur le choix des écoles, alors je n'étais pas là au début, donc je ne pourrais pas répondre honnêtement. Peut-être juste un élément qu'on a eu sur la fin, c'est qu'au niveau du recensement des données, des collectes des données, ça se fait par groupe scolaire. Donc parfois, nous, dans un groupe scolaire, donc il y a les maternelles et les primaires. Il n'y a que le primaire ou que la maternelle qui a joué. Et donc, l'intérêt, en tout cas, nous, ce qu'on a vu, c'est vraiment d'impliquer les deux, maternelle et primaire, parce qu'on aura les données de tout le groupe scolaire. Donc voilà, je ne sais pas concrètement comment ça a été fait. En tout cas, essayer d'impliquer tout le groupe scolaire directement, c'est important, je pense. Je pense qu'effectivement, si je peux... J'avais juste une petite précision. Je crois que ce qui joue beaucoup, c'est aussi la disponibilité de l'équipe pédagogique et aussi l'appui du ministère de l'Éducation nationale. D'ailleurs, pour précision, CubeÉcole et CubeS sont sous le haut patronage du ministère, donc on est en collaboration avec eux, tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle académique, pour pousser en fait ces projets. Et parce qu'en fait, les gestionnaires d'établissements ont beaucoup de projets à réaliser et parfois, du coup, il y a une petite... ça fait la queue, quoi, pour que ça puisse vraiment se mettre en place. Et là, en l'occurrence, tout dépend de la disponibilité à la fois des enseignants et aussi des directeurs pour pouvoir finalement se lancer dans le concours. J'avais juste une petite remarque, je fais un pas de côté. Si vous hésitez à vous inscrire à Cube, venez à une remise des prix. Et vous allez voir l'énergie positive qui s'en dégage. C'est quand même assez rare, je trouve, de parler de ces sujets avec de l'énergie positive, du jeu, de la satisfaction, de la mise en visibilité de gens qu'on ne voit pas souvent. Les personnels techniques qui vont faire le réglage des brûleurs gaz, on ne les voit pas beaucoup faire de conférences. Et puis les enfants aussi, et le volet pédagogique, c'est quand même extraordinaire de voir que quelque part, ils s'approprient ces sujets-là. Et je trouve que c'est porteur d'espoir parce qu'on a besoin d'eux, parce qu'on a fichu un sacré désordre. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment la meilleure façon de basculer, en fait, c'est de toucher du doigt qu'on peut concilier volet pédagogique, des économies de facture et puis la bonne humeur. Et concernant les usages, si je peux compléter, tous les usages doivent être embarqués dans la démarche dès lors que vous inscrivez un établissement, que ce soit effectivement la restauration scolaire, les salles de classe, les aspects périscolaires aussi. Vous pouvez tout intégrer. Au contraire, il faut y aller. Les prochaines dates pour les inscriptions ? Alors, elles ne sont pas encore déterminées. Probablement, au Salon des maires, il y aura une remise de prix CubeÉcole. C'est ça ?
Et les autres remises de prix, on va attendre la fin de la saison, donc c'est la fin de l'année civile, pardon, pour Cubes et pour Cubeville. Il faut un petit temps à l'IFPEP pour avoir les résultats en termes de consommation d'énergie. Donc souvent, c'est décalé de 2 mois par rapport. L'information est disponible toujours sur le site Actecube ou IFPEB pour les différents challenges. Et c'est un peu plus fort, sur le LinkedIn aussi. On poste beaucoup de choses sur notre LinkedIn. Pareil, sur LinkedIn, vous tapez Cubes ou Cubeville. Et du coup, vous aurez toutes les informations, les petites vidéos qu'on peut sortir parce qu'on fait beaucoup de retours d'expérience au sein des collectivités. Il y a d'ailleurs un retour d'expérience qui parle notamment des actions dans une cantine en termes de sobriété d'usage. Et du coup, là, vous aurez toutes les informations possibles et imaginables sur le concours. Est-ce qu'il y a une autre question ? C'est sur les récompenses pour les établissements. En fait, en tant que collectivité, pour les écoles notamment, les utilisateurs ne sont pas forcément payeurs des factures d'énergie. Donc est-ce que du coup, pour dynamiser, vous avez mis en place un mécanisme de partage des économies ou autre ? Je sais pas si... ouais, parfait. Et ben on a... Là, je sais pas exactement. À l'échelle collectivité, on n'a pas encore... L'objectif serait de le faire de façon plus globale. On a une fête de l'écologie populaire fin juin, de valoriser toutes les initiatives et dans lesquelles pourrait rentrer Cube École. Il faut qu'on définisse aussi dans quel cadre ça s'inscrit. À l'échelle des... Mais sinon, je ne sais pas ce qui a été fait concrètement pour l'instant. Alors, j'y vais, après je te laisse parler si tu veux. Il peut y avoir un petit voyage à Paris pour la remise des prix. Ça, c'est sympa aussi parce qu'on organise très régulièrement nos remises de prix à l'Académie du Climat, donc c'est plutôt mignon. Et on a aussi connaissance d'un lycée aussi, donc peut-être que Charlène, tu pourras mieux en parler que moi, mais d'un lycée qui a redistribué les économies d'énergie du coup dans le cadre de voyages scolaires. Donc c'était pas à notre initiative, mais en tout cas c'est à l'initiative de l'établissement. Oui, c'est ça. En fait, c'est le conseil départemental des Côtes-d'Armor qui fait ça. En fait, la partie des économies d'énergie qui a été réalisée, il y a la moitié de cette économie d'énergie qui est reversée aux établissements scolaires pour faire des projets pédagogiques. Donc, dans certaines collectivités, ça se fait. Et c'est une motivation supplémentaire. Ils sont bien contents de pouvoir faire ça. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Bon, pour ceux qui le souhaitent, on a un petit film trop mignon, effectivement, d'une élève qui... pas encore. Ça peut... Par contre, les universités sont concernées par un autre challenge qui s'appelle Cube État, qui permet effectivement de rentrer, parce que c'est du patrimoine État. Lorsque c'est du patrimoine État, en tout cas. Alors, malheureusement, on n'entend pas le son. L'air, l'eau et tout, parce que j'aimerais travailler dans ces domaines-là. Moi, je trouve ça super cool d'apprendre à faire des économies d'énergie à mon âge. Vous aussi, rejoignez l'aventure Cube École. Voilà, on est tout content d'avoir des petits élèves qui se mobilisent comme ça. Merci à vous. Merci aux intervenants. Merci à nos 2 collectivités candidates d'avoir témoigné.